on a un client, un interlocuteur. Derrière, il peut y avoir 100, 200 clients. Et le deuxième axe, c'est la partie marque blanche. Donc là, on va vraiment mettre à disposition tout notre outil technologique, donc logotisé avec la charte graphique aux couleurs en fait du client final, nous tient à cœur et c'est le modèle en fait qui est le plus cohérent par rapport à notre stratégie et par rapport à ce qu'on veut. Pour générer une marque blanche rapidement et pratiquement de façon automatique, en fait, avec peu d'intervention humaine. Et moi, je trouve que ces modèles sont hyper bien et sont assez scalables, quoi. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Parce que par opportunité, on va tomber sur comment dire, un client partenaire qui va avoir besoin de notre service et on va se dire, ah bah oui, mais effectivement, tous ces interlocuteurs-là, j'y avais jamais pensé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Talk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Arnaud. Nicolas, bonjour. Bonjour Youssef. Donc, Nicolas, je vais te laisser te présenter, mais pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est le cofondateur de Magilise et aujourd'hui, on va discuter de tout ce qui est mode de revente indirect. Et c'est un spécialiste là-dedans. Je ne le connaissais pas avant cette année et quand je l'ai découvert, c'est vrai que ce qu'ils apportent, c'est quelque chose de très intéressant, pas peu commun, mais avec une approche business qui est vraiment intéressante et c'est pour ça que je tenais vraiment à t'avoir ici. Donc, merci d'avoir accepté et je te laisse te présenter. Bah, merci Youssef, merci pour ces éloges pour la présentation. Comme tu le disais très bien, donc moi je m'appelle Nicolas Arnaud, je suis l'un des cofondateurs de Magids. On est deux à avoir cofondé ce qu'on peut appeler startup, mais qui aujourd'hui a plutôt le profil d'une entreprise. Donc nous aujourd'hui notre activité, c'est en fait de structurer toute la partie comment dire toute la partie marketing et prise de contact de nos clients. Donc on fait à la fois évidemment de l'acquisition, donc ce qu'on va appeler acquisition, c'est créer des campagnes sur plusieurs canaux d'acquisition, enfin sur plusieurs canaux de communication différents en B2B pour apporter en fait des nouveaux contacts aux entreprises qui sont nos clients. Et puis on va aussi beaucoup travailler sur la partie, ce qu'on va appeler la partie fidélisation, qui consiste en fait là à reprendre une partie de la base qui est la base installée chez nos clients et mettre en place en fait des campagnes, des process d'ultra personnalisation de toute façon à ce que typiquement le commercial soit en contact direct avec le client pour lequel il est référent, parce qu'on se rend compte que très souvent les clients, en fait, ils ont un contact global au niveau de l'entreprise. Et donc, en fait, on a tout un panel de ce qu'on va appeler des clients dormants. Et donc, ça, en fait, nous, on fait des process aussi de ce qu'on va appeler de fidélisation qui consiste, en fait, tout simplement à monter des campagnes pour que le commercial soit en relation directe avec ses clients. Voilà. Donc, c'est toute la partie plutôt animation de la base client. Donc, voilà, il y a les deux fractions, les deux sujets, en fait, qui s'entrecoupent très souvent, la partie acquisition et la partie fidélisation. Et donc, on va travailler sur les deux choses. Parfait. Ici, justement, vous avez une approche, vous avez intégré à votre business model tout ce qui est mode de revente indirect. J'aimerais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste peut-être cadrer un peu les choses en essayant de redéfinir c'est quoi un mode de revente indirect et expliquer à quoi ça sert concrètement. Ouais, complètement. Donc nous, effectivement, donc nous, on a monté une plateforme, donc ce qu'on va appeler une plateforme SaaS, hein, donc une application web sur laquelle nos clients vont aller et sur laquelle en fait on va intervenir avec notre module service pour les aider à faire les campagnes le plus efficientes possible. Et en fait, l'idée, c'est que vous avez toute une partie du marché qui est inaccessible en fait avec cette vision-là. Pourquoi? Parce que nous, on va toucher les utilisateurs finaux. En l'occurrence, en fait, nos clients finaux vont être plutôt les départements marketing. Mais vous avez toute une population qui sont les agences marketing, les consultants en marketing digital, les gens qui font de la lead generation. Et en fait, très souvent, ces personnes-là qu'on voit, qui sont souvent présentées comme étant nos concurrents, en fait, nous, on considère que c'est plutôt nos partenaires. Et justement, en fait, on a plutôt des relations à lier avec ces personnes-là en disant, bah, nous, notre modèle originel, c'est plutôt la vente au client final, mais finalement, il y a un modèle intermédiaire qui consiste à faire du B2B2B, en fait, à être partenaire avec une agence, etc. Et du coup, à ouvrir le champ des possibles. Et ce qui est intéressant, en fait, avec ce genre de modèle-là, donc ce qu'on va appeler la revente indirecte, en fait, à ce moment-là, notre client est l'agence ou la boîte de lead generation et non plus le client final. Donc, moi, je ne vais pas intervenir sur ce modèle-là en direct avec les clients finaux de l'agence. J'interviens en fait avec l'interlocuteur à l'intérieur de l'agence. Et en fait, ce qui est assez intéressant sur ces modèles-là, c'est de construire des relations assez solides avec nos partenaires et co-construire derrière en fait l'avenir. Donc, la partie tech, co-construire avec eux et puis après réfléchir en termes de stratégie, comment eux ils font, comment nous on fait. Et en fait, c'est assez enrichissant et ça permet d'ouvrir les horizons par rapport à la relation avec le client final qu'on peut avoir tous les jours. Et justement, on va dire, pour simplifier les termes, pour vous, ce que vous faites, c'est quand même de la marque blanche. Et ce qui est avantageux, c'est qu'en fait,
moi, la punchline que tu as lâchée, de transformer ses concurrents en partenaires. Et au début, on va dire, tu les voyais comme potentielles personnes qui allaient te prendre une part de marché. Finalement, ça se retrouve à être des personnes qui, justement, te génèrent un chiffre d'affaires et te permettent d'augmenter ta force de frappe. Et c'est vraiment du génie de pouvoir mettre ça en place. Et j'aimerais savoir, justement, comment vous avez eu l'idée. Et après, on rentrera dans le détail pour savoir comment faire de manière plus pratique. Mais vraiment, cette idée-là, cette vision, c'est peu commun. Et souvent, on a envie de voir ses concurrents, enfin, on les voit comme limite des ennemis. Et vous avez réussi à retourner ça. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné. C'est gentil. Merci Youssef. En fait, l'idée, si tu veux, le postulat de base, c'est de se dire on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs et c'est un marché qui est assez volatile pour les clients. En fait, on se rend compte que sur le marché de la lead generation, très souvent, les clients vont utiliser telle ou telle solution, ils vont avoir recours à telle ou telle agence, ils vont commencer comment dire, à monter des campagnes, à faire des process, etc. Et puis, si jamais, effectivement, les campagnes et le ROI n'est pas au rendez-vous, ils vont tout de suite changer d'acteur et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, c'est un marché qui est construit comme ça, en fait, qui est admis, c'est comme ça. Et je pense que c'est de l'historique. Et en fait, tout simplement, comme on n'a pas tous la même approche du marketing, c'est un marché qui est assez volatile sur ce volet-là. Et du coup, l'idée, en fait, c'est de se dire, bah, effectivement, on ne peut pas avoir tout le monde. Et puis, en fait, aller chercher le client final quand on est au départ une startup et qu'on a des effectifs réduits, en fait, c'est quelque chose de. Surtout, nous, on propose du service, donc c'est quelque chose qui est assez peu scalable, en fait, dans cette vision des choses. Donc, on a cherché des modèles, en fait, de rentabilité au niveau de l'entreprise qui étaient plus, comment dire, bah, plus scalable, tout simplement. En fait, ça voulait dire qu'à partir du moment où on a un client, un interlocuteur, derrière, il peut y avoir 100, 200 clients, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, tout le monde est gagnant sur ce modèle-là, parce que nous, forcément, en termes de ressources humaines, en fait, on va avoir effectivement un seul interlocuteur qui, lui, derrière, va pouvoir nous amener plusieurs clients en même temps. Et puis, l'agence avec qui on va travailler est aussi, en fait, gagnante parce que déjà, bon, évidemment, on va avoir des négociations de contrats qui vont arranger tout le monde et qui vont être gagnant-gagnant. Et puis, eux, ils vont avoir une seule plateforme, un seul interlocuteur. Ils vont pouvoir effectivement être intégrés à la roadmap technologique. Ils vont avoir la même vision que nous sur pas mal de choses. Et donc ça, en fait, ça permet de créer des partenariats de long terme et d'avoir une vision commune en fait sur le plus long terme. Et ça, c'est rassurant pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup été en fait, et on y va de plus en plus sur ce modèle de revente indirecte. Et simplement pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, quand on parle de revente indirecte, en fait, concrètement, il y a enfin, en tout cas, moi, dans mon esprit, là, sur la partie B2B et nous, ce qu'on fait, il y a deux sujets. Il y a la partie affiliation. Donc, on voit très souvent, en fait, sur la partie startup, c'est-à-dire que l'affiliation consiste à dire, bah, moi, je suis, en fait, comme un apporteur d'affaires pour une solution SaaS. J'ai un lien d'affiliation. Ça veut dire qu'en fait, j'ai un espace qui m'a été mis à disposition par la solution SaaS. Et à partir du moment où j'ai des clients, des utilisateurs qui vont venir s'enregistrer sur ce lien-là, qui est mon identifiant, en fait, moi, je vais être intéressé sur le panier que va acheter le client qui est venu de ma part. Mais moi, en tant qu'affilié et que partenaire dans ce cas-là, je ne vais pas du tout intervenir en fait sur la relation, c'est-à-dire que c'est de l'apport d'affaires. Ensuite, le client qui est arrivé va traiter directement en fait avec l'entreprise finale, donc au final l'entreprise SaaS. Donc ça, c'est un modèle qui fonctionne très bien. Et c'est un modèle qui fonctionne très bien, surtout sur ce qu'on va appeler les logiciels pure startup, les logiciels à utilisation autonome, ce qu'on peut appeler du standalone, c'est-à-dire qu'on arrive, on n'a pas besoin d'avoir d'intervention humaine, on va directement arriver sur le logiciel SaaS et puis on va faire tout ce qu'on peut faire directement sur la plateforme. Nous, on a un modèle un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'outil technologique et puis on va offrir beaucoup de services. Donc en fait, ce modèle d'affiliation, il fonctionne moins bien sur notre modèle à nous. Alors on en fait un petit peu, mais ce n'est pas ce qu'on fait le plus. Ce qu'on fait le plus, c'est le deuxième axe, c'est la partie marque blanche. Donc là, on va vraiment mettre à disposition tout notre outil technologique, donc logotisé avec la charte graphique aux couleurs en fait du client final sur un environnement qui est dédié. Ça veut dire que le client de l'agence va arriver sur la marque blanche et ne peut pas savoir en fait que derrière c'est nous qui maintenons, qui avons réalisé l'outil technologique et ainsi de suite. Et donc là en fait ça va être comment dire plus compatible avec la partie service puisque la partie service à ce moment-là va être assurée par l'agence et l'agence va pouvoir marger en fait sur cette partie service parce que c'est du temps passé, donc ça se monétise, etc. Et c'est pour ça que c'est un modèle qui nous tient à cœur et c'est le modèle en fait qui est le plus cohérent par rapport à notre stratégie et par rapport à ce qu'on voit. Et justement, ici, vous faites, pour les personnes qui ne connaissent pas, vous offrez vraiment une approche outbound, multicanal, ça qui est bien. C'est-à-dire que souvent, ce n'est pas un outil où
on rentre, il y a deux, trois trucs à rentrer et ça y est, c'est vraiment une réflexion, une stratégie derrière, toute une réflexion et une pensée qui est nécessaire, enfin, qui nécessite vraiment le côté accompagnement que vous offrez et c'est ce qui permet justement d'offrir, de délivrer finalement un service de qualité. Et quand je regarde le modèle, je me dis que c'est vrai que l'affiliation, par rapport au service que vous offrez, à la qualité, etc., ce ne serait pas cohérent parce que la nature de votre produit ou de votre service pousse plus à la marque blanche qu'à l'affiliation. Maintenant, c'est vrai que de l'autre côté, je me dis que techniquement, ça doit impliquer vraiment beaucoup de ressources et beaucoup de coûts de pouvoir, je ne connais pas la complexité technique, mais pouvoir mettre à chaque fois en marque blanche l'outil à disposition du client, le deuxième, comme tu as dit, le B2B2B, le deuxième B. Je me dis techniquement, est-ce que c'est pas trop compliqué à mettre ou est-ce que c'est faisable? Alors, en fait, tout dépend de comment on se place. Effectivement, le modèle de l'affiliation, techniquement, est beaucoup plus simple à mettre en place parce qu'en fait, ça va très vite. Et aujourd'hui, il y a même des générateurs de liens d'affiliation, je pense, en libre service sur le web et ça va très vite de mettre une stratégie comme ça en place. Et encore une fois, c'est une stratégie, c'est une super stratégie à partir du moment, je pense, où derrière, on a une utilisation autonome du logiciel sur lequel on va se loguer. Après, sur effectivement, nous, nos modèles, comme tu le disais, il y a effectivement une intervention humaine en termes de réflexion stratégique sur sur les campagnes qu'on va monter en fait sur la plateforme. Donc, le modèle de marque blanche nous sied plus, nous sied davantage. Et effectivement, ça implique, comment dire, un environnement technologique qui est un peu plus poussé que le lien d'affiliation. Et en fait, la clé, je pense, dans tout ça, c'est d'intégrer directement cette partie et cette vision revente indirecte en fait dès le début de construction de l'outil technologique. Et nous, en fait, on y avait pensé tout de suite, c'est-à-dire qu'on a mis du temps à le mettre en place parce que c'est un discours différent, parce que c'est des cibles différentes, etc., en termes de prospection et d'acquisition pour nous. Donc, en fait, on a mis un peu plus de temps à y aller. Mais par contre, dès les premières briques technologiques qu'on a construites sur la plateforme, on y a réfléchi, on y a pensé et on s'est dit, OK, ça, c'est une vision de long terme, c'est la partie génération d'une marque blanche. Comment on fait pour générer une marque blanche rapidement et pratiquement de façon automatique, en fait, avec peu d'intervention humaine. Et aujourd'hui, en fait, c'est effectivement ce qu'on a fait. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, la marque blanche, c'est aussi quelque chose qu'on aime bien parce qu'en fait, en termes d'investissement de temps sur la marque blanche, pour nous, pour créer une marque blanche, ça va assez vite, mais parce qu'on y a pensé et on y a réfléchi dès le début. Et puis après, il y a effectivement en fait, tout l'environnement auquel il faut réfléchir. Il y a des fonctionnalités très souvent qu'on développe pour nous et on se dit, bah oui, mais dans quelle mesure on peut le répliquer derrière sur les marques blanches parce qu'il y a des systèmes de sécurité, de branchement des API, etc., qui ne vont pas venir sur les mêmes noms de domaine. Bon, je passe rapidement là-dessus parce que c'est un point technique, mais voilà, ça engendre d'autres problèmes. Donc après, il y a des fonctionnalités qu'on va développer moins vite parce qu'on va vouloir les répliquer sur les marques blanches et du coup, ça nécessite plus de dev. Mais après, c'est un parti pris de notre part. Et en fait, il y a des super modèles qui ont été créés sur des comment dire, des modèles de revente indirecte. Alors, je crois que je ne dis pas de bêtises à vérifier et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas si je dis des bêtises, mais il me semble que Shopify, la partie, donc le CMS ou e-commerce, il me semble que eux, ils se sont tout de suite orientés sur la partie indirecte, en fait, sur la partie, ce qu'on va appeler la partie channel. Ça veut dire qu'ils ont effectivement des agences partenaires qui, derrière, recommandent leur technologie auprès de leurs clients finaux. Et en fait, ça, c'est vraiment un modèle assez spécifique au web. Et en fait, enfin, quand je dis assez spécifique au web, en fait, même avant le web, ça existait. Il y a pas mal de gens qui ont construit des business comment dire, à vente indirecte même avant le web. Et moi, je trouve que ces modèles sont hyper bien et sont assez scalables, quoi. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Tu as dit que justement, c'était une des stratégies que vous avez commencé dès le début, mais justement, au début, vous n'avez pas commencé avec ça. J'aimerais savoir, quand vous avez intégré cette partie-là, il a fallu combien de temps plus ou moins de maturité avant de se dire, bon, c'est le moment. Maintenant, même si on avait l'outil technique qui était prêt, je pense qu'on est prêt, même en termes de marketing, en termes de structure, de pouvoir nous lancer en marque blanche. Ouais, il nous a fallu bien un an et demi, bien un an et demi entre le moment où on a vendu les premières, comment dire, nos premiers contrats à nos clients finaux, nous en fait chez nous, et le premier contrat, comment dire, marque blanche, il a bien fallu un an et demi, je pense. Je dis ça de mémoire, mais effectivement parce qu'en fait ça requiert beaucoup de choses différentes. Déjà, les cycles de décision vont être plus longs parce que ça implique un vrai changement stratégique chez l'agence ou en fait, en tout cas chez notre partenaire indirect. Donc, forcément, les cycles de décision sont plus longs. Ça nécessite effectivement, du coup, toute une partie technique. Et puis, ça nécessite en fait un discours qui est adapté
à ces personnes-là qui ne vont pas rechercher la même chose que les utilisateurs finaux. Et après, vous avez plein de, comment dire, il y a plein de petits détails auxquels il faut réfléchir en fait sur cette partie-là par rapport au business model, parce que le business model à ce moment-là n'est pas le même non plus que la partie client final, donc on ne vend pas la même chose. Donc à ce moment-là, comment on facture, sur quelle, comment dire, sur quelle base? Est-ce qu'on facture ça sur des bases de crédit, de campagnes qui partent sur la plateforme? Est-ce qu'on facture ça en nombre d'utilisateurs que va nous apporter le client, le partenaire? Enfin, en fait, il y a plein de modèles différents et donc il a fallu réfléchir à tout ça. Et il y a eu beaucoup d'ajustements de curseur en fait. Et il y en a encore et il y en aura toujours de toute façon. Mais donc c'est pour ça qu'effectivement, ça a mis un peu de temps à se dérouler. Et puis à partir du moment où derrière, ça se déroule bien, en fait, on voit tout de suite des segments de marché qui des fois s'ouvrent parce que par opportunité, on va tomber sur comment dire, un client partenaire qui va avoir besoin de notre service et on va se dire, ah bah oui, mais effectivement, tous ces interlocuteurs-là, j'y avais jamais pensé. Et en fait, ça peut être, je prends un exemple lambda, hein, mais typiquement, ça peut très bien être un directeur de franchise qui va venir nous voir et qui va nous dire, bah, moi, j'ai besoin de la marque blanche pour la mettre à disposition de tous mes franchisés pour que derrière, ils puissent lancer des campagnes. Et ça, c'est en fait, c'est un exemple de, comment dire, d'usage qu'on n'avait pas du tout réfléchi au départ, mais qui peut être quelque chose d'intéressant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, ce process de marque blanche, il est réplicable sur beaucoup, beaucoup de choses, mais dès le début, ce n'est pas forcément instinctif. Voilà. Et justement, tu as parlé d'impact sur le business model. Je suppose que la vente n'est pas la même. Quand on parle à un directeur de franchise, par exemple, ou on parle à un simple client final qui a peut-être juste un petit magasin ou un petit e-commerce qui veut juste voilà, augmenter ses ventes, c'est vraiment pas le même discours. Et je voulais savoir l'impact qu'il y a eu sur votre approche business. C'est-à-dire que quelle est la différence? Peut-être dire les deux pour illustrer un peu la différence. Comment on vend à l'un et comment on vend à l'autre. Ouais, ah ouais, ça, c'est super intéressant. C'est si je suis en face d'un client final, en fait, qu'est-ce qu'il va chercher avec une solution comme la nôtre? Il va chercher du ROI. Donc, en fait, il va chercher à ce que les campagnes, quand on les lance directement, ça lui génère en fait assez de contacts entrants pour qu'il puisse rembourser en fait son investissement et même faire des bénéfices par rapport à l'investissement qu'il a mis chez nous. Et ça va être son premier réflexe. Donc, en face de nous, on a effectivement des directeurs marketing. Les directeurs marketing sont assez spécialistes en fait comment dire, de la réflexion autour du ROI et ce qui est plutôt légitime. Donc ça, en fait, eux ne vont pas du tout avoir une approche technologique, fonctionnelle de la plateforme, mais ils vont vraiment avoir une approche usage et encore une fois, ROI, résultat escompté sur ce qu'on va pouvoir faire. Alors que quand on a un partenaire indirect en face de nous, lui, en fait, étant donné les besoins de ses clients, il va beaucoup plus avoir une approche fonctionnelle. Est-ce que je peux faire ça? Dans quelle mesure je peux faire ça? Est-ce que je peux proposer telle ou telle chose à un client? Et en fait, on va beaucoup plus rentrer dans la partie opérationnelle de la plateforme plutôt que sur la partie résultats finaux. Parce que derrière, nous, effectivement, à ce moment-là, on loue plutôt l'outil technologique. On va moins vendre en fait le résultat des campagnes, mais plutôt la performance de l'outil technologique. Et donc, en fait, on a une dissociation de discours sur ce biais-là. Et on va effectivement pas pointer la même chose parce qu'on ne va pas vendre la même chose aux deux interlocuteurs qui finalement n'ont pas le même besoin. C'est vrai que c'est tout un travail et je me dis qu'il y a aussi un moment de formation de commerciaux. Si je ne sais pas si vous en avez en interne ou pas, mais il y a dû avoir, parce que c'est vraiment un processus tout à fait différent. Il y a des similitudes parce qu'on vend quasi la même solution, mais l'approche face au client final, elle est vraiment, vraiment différente. Et je pense que ça nécessite un certain un certain temps de formation aussi, d'adaptation pour les commerciaux. Et j'ai envie de savoir, vous, combien de temps ça vous a pris avant de vous dire, bon, c'est bon, on est vraiment efficace maintenant dans cette vente. Alors, ça a pris facilement un an. Ça a pris facilement un an entre les premières propales qu'on a fait partir et les propales qu'on fait partir actuellement et qui sont des choses qui sont beaucoup plus rodées, en fait, qui correspondent beaucoup plus à ce qu'on attend de cette partie marque blanche. Je pense effectivement ça a pris facilement un an parce il a fallu réfléchir à plusieurs modèles différents. Et là, effectivement, c'est souvent ce qu'on entend, mais quand on lance une nouvelle ligne de produits comme ça, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir au business model, aux différentes alternatives qui peuvent en découler. Le premier instinct qu'on va avoir, la première intuition n'est pas forcément la bonne. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours essayer de se remettre en question. Et puis, en fait, ce qui est difficile, c'est que ça ne va pas être un modèle unique. C'est-à-dire qu'en face d'un client final, on va plutôt avoir un modèle unique. On va vendre en fait un package qui va à peu près toujours tourner autour des mêmes choses. Alors que le client revendeur, lui, en fonction de sa typologie, de son besoin, etc., il ne va pas du tout avoir en fait la même approche et il va pas forcément avoir, comment dire, il va pas forcément vouloir qu'on organise le business model de la même façon. Je prends un exemple concret.
Si en face de moi, effectivement, j'ai une agence qui aujourd'hui gère 30 comptes clients, il va peut-être vouloir soit qu'on fasse une facturation au compte client, soit qu'on fasse une facturation globale à l'intérieur desquelles en fait, il va englober tous ses comptes clients parce que ces comptes clients ne pèsent pas n'ont pas la même pondération en fait dans son chiffre d'affaires. Donc, il va plutôt vouloir en fait une facturation globale. Donc, en fait, tout ça, c'est de l'adaptation et ce qui est un peu difficile sur ces modèles marque blanche. Alors, en tout cas, c'est moi mon ressenti. Après, peut-être que c'est pas forcément partagé par tout le monde, mais moi, mon ressenti, c'est que c'est plus difficile de standardiser les choses. Donc, c'est plus difficile de se dire, bah, effectivement, ouais, j'ai un forfait unique à partir duquel, en fait, je vais pouvoir directement faire rentrer pas mal de gens. Évidemment, le socle est commun à tout le monde, etc. Le discours est plutôt assez commun. Le socle technologique est aussi commun, mais sur la partie business model, en fait, ça nous arrive assez souvent de nous adapter et de réfléchir à des besoins qui sont différents en fonction de l'interlocuteur. Euh, Là, justement, tu es rentré un peu dans le côté plus pratique et on a vu en fait que c'est quelque chose qui est intéressant parce que on multiplie sa force de frappe de manière conséquente, mais que de l'autre côté, il y a toute une préparation à avoir. Et tout à l'heure, je t'avais posé la question par rapport à quand est-ce que vous avez pu vous sentir prêt pour lancer la marque blanche, et tu m'as dit que c'était 1 an et demi. J'aimerais savoir, bon, ici, ça a pris 1 an et demi, mais quels sont les indicateurs qui te disent, bon, maintenant, on est vraiment prêt pour lancer cette marque blanche ou surtout pas, là, on n'était pas encore prêt, on ne la lance pas. Vous, ça a pris 1 an et demi, mais j'aimerais plus savoir en tant qu'indicateur plus qu'en termes de temps. Alors, c'est drôle parce que nous, sur notre, comment dire, sur notre expérience personnelle, ça a plus été de l'opportunité. C'est-à-dire qu'effectivement, les premiers déclencheurs de cette partie-là ont été de l'opportunité, en fait, des agences qu'on a croisées qui nous ont dit, ah bah, effectivement, en fait, comment ça s'est passé concrètement? Ça a été des agences, en fait, qui étaient nos clients sur la plateforme et qui faisaient elles-mêmes des campagnes pour leur client final, mais sans que nous, on sache, en fait, que c'était pour leur client final. Et puis, au bout d'un moment, en fait, dans la discussion et à force d'échanges, etc., on s'est dit, bah, effectivement, si vous avez plusieurs clients comme ça à venir plugger sur la plateforme pour lesquels vous pouvez faire des campagnes, etc., bah, ça vaut peut-être le coup d'avoir votre propre plateforme à partir de laquelle vous pilotez tout, vous pilotez la gestion des droits de vos utilisateurs, vous pilotez leur consommation, vous pilotez vous-même comment dire, comment dire, la politique tarifaire que vous allez leur proposer, etc., etc. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, on a commencé de plus en plus en fait, à rentrer dans ce modèle-là. On y avait réfléchi vraiment depuis le début en fait, pour construire ça de façon technologique, mais on n'avait pas encore été vraiment mettre cette partie-là sur le marché. Et donc, à partir du moment où effectivement on a eu ces opportunités-là, ça a été les premiers indicateurs qui nous ont dit bah, OK, feu vert sur cette nouvelle ligne de produits, allons-y et voyons ce que ça donne. Et en fait, ça fait effectivement à peu près 1 an qu'on est sur ce modèle-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte aujourd'hui que notre chiffre d'affaires, il est fait à peu près à 50% par rapport à cette partie indirecte, de plus en plus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, nous, on a une équipe de personnes qui vont accompagner nos clients sur la plateforme pour aider à faire les campagnes, donc ce qu'on peut appeler des account managers. Et ben, en fait, cette population-là d'account managers, elle grossit moins vite. Enfin, c'est pas proportionné, c'est-à-dire que si on fait rentrer 100 clients finaux demain, il va nous falloir recruter en fait pour accompagner cette masse de nouveaux clients, alors que si on fait rentrer 100 partenaires, on n'aura pas besoin d'autant de ressources parce qu'en fait, on va former un interlocuteur unique à l'intérieur de l'agence avec laquelle on va travailler et eux vont pouvoir derrière en fait comment dire démocratiser le modèle auprès de leurs propres clients. Donc il y a aussi une réflexion autour de quelle vision on veut avoir de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on veut avoir une entreprise qui grossit très vite avec des effectifs assez importants ou est-ce qu'on a une vision d'entreprise avec des ressources, entre guillemets, limitées et contrôlées mais pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas ambitieux en termes de chiffre d'affaires et de revenus générés derrière. C'est simplement le modèle auquel il faut penser, quoi. Et je me dis justement, là, non seulement le chiffre d'affaires va augmenter, mais en plus de ça, la rentabilité aussi, parce que, comme tu as dit, vous formez des gens. C'est-à-dire que ils travaillent pour toi, limite gratuitement ou ils te payent, même si on sait que voilà, de l'autre côté, il y a plein de coûts à couvrir. Mais c'est une manière de vendre qui devient, encore une fois, on revient à la punchline initiale, de transformer ses concurrents en partenaires parce qu'au final, ils t'aident vraiment, vraiment, vraiment à améliorer ton ROI, ton chiffre d'affaires et surtout ton bénéfice. Complètement, mais après, il faut aussi vraiment construire le modèle avec eux pour que eux puissent aussi générer des bénéfices de leur côté. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que tout le monde soit gagnant et qu'en fait, ce soit voilà, un jeu dans lequel, bah, encore une fois, tout le monde y trouve son compte. Donc, ce modèle-là aussi, il est forcément, du coup, il a une influence directement sur comment dire,
sur le business model qu'on va mettre en place. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça a mis un peu de temps à se mettre en place, parce qu'il a fallu réfléchir à tout ça avec nos partenaires en disant, effectivement, on va mettre la tarification, on va pouvoir le mettre là, à ce niveau-là, au regard des coûts fixes que nous, on a à maintenir la plateforme, à développer les nouvelles fonctionnalités en termes d'infrastructure, etc. Vous, il faut aussi que vous margiez pour que tout le monde, en fait, pour que ce soit une vision pérenne sur le temps. Et donc, en fait, c'est tout ça dans lequel il faut réussir à englober toutes ces variables-là, à sortir la bonne solution à l'équation. Donc, effectivement, ça met forcément un peu de temps, mais encore une fois, j'insiste, ces modèles-là ne peuvent fonctionner que si effectivement tout le monde est gagnant. Et donc, il faut faire attention à ce que très souvent, si on parle de l'affiliation, il faut faire attention à ce que la commission, en fait, soit OK pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire que le revendeur, lui, il trouve forcément son compte. L'éditeur final, il trouve aussi son compte. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Il faut déplacer et ajuster les curseurs en fonction de ça. Oui, justement, au final, ça ne pourrait jamais marcher si tout le monde n'est pas satisfait et s'il n'y a pas un réel besoin. Ici, l'avantage principal que moi je vois en tout cas, c'est je me dis, voilà, la personne, le revendeur n'a pas eu tous les coûts et le temps, le tracas, etc., liés à la recherche et développement de l'outil. Vous lui apportez non seulement ça, ce gain de temps et ce gain d'argent, aussi votre expérience, parce que, comme tu as dit, tu as fait plein d'erreurs, tu as à repousser le curseur plusieurs fois pour offrir finalement un produit qui colle de plus en plus au marché. Donc, c'est un gain de temps pour lui qui est énorme. C'est une réduction du coût parce que s'il voulait cet outil-là, peut-être qu'il aurait dû payer, je ne sais pas moi, 200 000 euros pour le développer. Et tu te dis, finalement, Ouais. c'est vraiment l'optique win-win qui fait que tout le monde peut être content et tout le monde, finalement, a envie de continuer à améliorer cet outil, à augmenter le chiffre d'affaires et à augmenter la rentabilité pour tout le monde. Et c'est là où je te dis depuis le début, c'est quelque chose que moi, je considère comme limite du génie parce que c'est une approche qui est pérenne de par sa nature où tout le monde cherche à faire gagner tout le monde, en fait. C'est ça la magie. Complètement. Non, mais en fait, tu as tout résumé, c'est-à-dire que effectivement, quelqu'un qui, même une agence ou un partenaire technologique qui veut, pour prendre un exemple concret, on est partenaire avec un CRM qui dit, bah voilà, moi j'édite un CRM, donc en fait, je suis dans le même environnement de marché que l'ensemble des CRM et c'est difficile pour moi de me distinguer parce qu'encore une fois, ça aussi, c'est un marché ultra concurrentiel. Mais en venant rajouter une brique marketing à partir de laquelle, en fait, directement sur le CRM, son client va pouvoir à la fois gérer ses clients actuels mais aussi lancer des campagnes de nurturing, fidélisation sur eux-mêmes ou aller chercher en fait des populations en faisant de l'acquisition et en les remontant derrière directement dans le CRM. En fait, on crée un outil qui fait tout le cycle de décision marketing qui est intéressant. Et en fait, typiquement, eux sont des spécialistes du CRM. Ils n'ont pas envie aujourd'hui d'investir sur des ressources qui permettraient de faire de l'acquisition, fidélisation. Et donc, ils viennent nous chercher en disant, voilà, il y a une partie effectivement de votre application qu'on va directement intégrer sous le format marque blanche chez nous. Et ça va nous permettre en fait de proposer des nouvelles fonctionnalités à nos clients et d'ouvrir un marché en fait qui est plus large, avec une vraie distinction par rapport à la concurrence, etc., etc. Et donc, c'est effectivement ces modèles-là qu'il faut réussir à construire et qui sont super intéressants. Sauf que effectivement, du coup, ça prend un peu de temps de mise en place, mais c'est des modèles en fait qui sont vraiment pérennes sur le long terme et qui permettent encore une fois d'avoir une distinction par rapport au marché et voilà, simplement de sortir un peu du lot, quoi. Et tout à l'heure, tu as parlé de la politique tarifaire. Je me dis que ça doit avoir vraiment, quand on veut garder une relation pérenne avec les personnes, il faut vraiment bien la réfléchir parce que la réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité de demain et il faut vraiment avoir une politique tarifaire qui aide les personnes qui vont commencer, qui n'ont pas encore une base de clients à se développer et qui soit satisfaisante pour les personnes qui, à ce moment-là, ont vraiment, vraiment beaucoup de clients et que ça reste intéressant pour eux. Comment vous avez fait pour trouver justement une politique tarifaire qui convient à tous les besoins? Alors, en fait, on l'a beaucoup construit du coup avec nos partenaires et on l'a beaucoup construit euh, par rapport au prix du marché. Parce qu'en fait, on a un prix du marché qui oscille dans une fourchette en fait pour une campagne marketing ou pour un mois d'utilisation d'une solution de lead generation ou de marketing automation. On sait à peu près la fourchette qu'on va avoir. Donc, par client, on sait combien en fait va être le panier moyen. À peu près, on arrive à l'estimer. Donc, derrière, en fait, on a co-construit cette politique tarifaire en se disant, il faut que tout le monde arrive à marger pour vivre. Donc, à partir de là, effectivement, en fait, la base de la réflexion a été le panier moyen de l'investissement marketing des entreprises en France qui se vérifie en fait chez nos clients partenaires.
chez nous également. Et à partir de là, on se dit, bah, effectivement, cette enveloppe-là, il y en a une partie que nous, on va facturer en tant qu'éditeur de mise en place, enfin, qu'éditeur de la marque blanche. Donc, il va venir couvrir en fait toutes nos dépenses technologiques sur le maintien de la plateforme, encore une fois, sur les dépenses enfin, les nouvelles fonctionnalités qu'on va développer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis après, il y a toute une partie de cette enveloppe-là qui va être réservée du coup à nos clients agences qui, eux, en fait, vont pouvoir avoir la latitude de facturer du service, de facturer le temps qu'ils vont passer à la mise en place des campagnes, etc., etc. Donc, on est parti, en fait, plutôt de la fin du raisonnement en se disant, bah, effectivement, quel est le panier moyen et comment derrière, en fait, cette enveloppe-là, on peut la diviser de façon intelligente pour que tout le monde soit gagnant et tout le monde rentre dans ses coûts fixes, quoi. D'accord. Et justement, encore une fois, on voit vraiment le besoin de communiquer avec tes partenaires. Sinon, tu ne peux pas le faire de toi-même. Donc, ça nécessite d'avoir vraiment quand même un réseau qui est assez développé. Tu ne peux pas discuter juste avec une personne ou deux et trouver une solution. Vous avez fait, vous avez pu compter sur combien de partenaires avant de vous dire, bon, ça y est, c'est un nombre assez conséquent. Et maintenant, on sait que la solution qu'on a développée et la politique tarifaire conviendrait à la grosse partie du marché. Ouais. Alors, c'est une question intéressante. Aujourd'hui, je crois qu'on a une bonne vingtaine de partenaires à peu près. Donc, effectivement, avec qui on a co-construit ces modèles-là. Et en fait, ce qui est à la fois hyper intéressant et ce qui est à la fois difficile, c'est que les profils de ces différents partenaires sont assez variés. On peut avoir des agences, on peut avoir des consultants indépendants qui eux-mêmes en fait font du conseil marketing, digital, etc. pour leurs propres clients et qui disent bah, effectivement moi j'aurais jamais les moyens en fait de développer un outil technologique ou quoi que ce soit. Donc en fait avoir une marque blanche avec mon logo à mes couleurs, etc. C'est un gage de qualité pour mes clients. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis, on a, comment dire, on a d'autres partenaires qui sont typiquement des éditeurs de logiciels aussi, vers lesquels on va venir se plugger directement, s'intégrer directement. Donc, en fait, on a une typologie de partenaires qui est assez disparate. Donc, aujourd'hui, en fait, on fait un vrai travail, nous, comment dire, de développement de lignes produits et de politique tarifaire, en fait, par typologie de partenaires, parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes besoins à ce moment-là. Donc, c'est un peu le stade auquel on est. Mais effectivement, aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine de partenaires qui nous ont permis d'arriver en fait à une politique tarifaire, en tout cas à un modèle qui convient bien. Et avant ça, je t'aurais dit, ouais, ça aurait été un peu tôt. Ça aurait été un peu tôt, mais aujourd'hui, on a beaucoup de certitudes sur ce modèle-là. D'accord. Et je me disais, tout ton business est basé, bon, si voilà, c'est vraiment un business basé sur le web, mais est-ce que c'est possible, tu as parlé tout à l'heure de business qui existait même il y a des années qui faisaient ça, en dehors du web? Si oui, est-ce que tu as des exemples? Il y en a très certainement. Je suis vrai. Alors, je suis pas spécialiste de la question et je pense que parmi l'audience, il y a des gens qui répondraient mieux que moi à cette question-là. Euh, je réfléchis à des modèles de vente indirecte qui ont été faits sur le, comment dire, qui ont été faits précédemment avant le web. Je pense qu'il y en a pas mal. Il doit y avoir des grands exemples que j'ai pas forcément en tête là. Tu me pièges un peu. Je rigole. Non, non, mais j'ai pas forcément d'exemple en tête sur ce modèle-là, mais c'est certain que c'est pas quelque chose qui est propre au web et c'est quelque chose qui a été réfléchi avant et qui a probablement très bien fonctionné avant. Mais en fait, c'est toujours ce que je dis. Des fois, nous, on travaille avec nos clients finaux et puis en fait, c'est des entreprises qui font X millions de chiffres d'affaires qui sont pas du tout connues du grand public, soit parce qu'en fait, elles font du produit ou du service en fait qui est du produit, typiquement du produit industriel, auquel cas, en fait, ça ne va pas être connu du grand public, ou soit parce que c'est typiquement des entreprises, en fait, qui interviennent sur des modèles indirects et dont le nom final, en fait, n'est pas connu de la population ou du grand public, etc. Mais en fait, et typiquement dans les éditeurs, il y en a plein. Et il y a plein d'éditeurs aujourd'hui qui sont inconnus du grand public, mais qui interviennent, en fait, typiquement les éditeurs de cybersécurité. Alors, il y en a plein qui sont très connus, mais il y en a pas mal qu'on ne connaît pas forcément et qui interviennent, en fait, en back-office derrière. Et en fait, sur la partie revente indirecte, je pense que même avant le web, il y avait vraiment des modèles qui étaient super bien pensés. Là, mes compétences s'arrêtent un peu là. Je n'ai pas assez de recul pour te donner des exemples concrets, mais à regarder et à vérifier parce que je pense qu'il y a vraiment eu des très beaux modèles qui ont été créés sur ce principe-là. Parfait. Désolé pour le piège. Et Non, non, bah, il n'y a pas de mal, hein, c'est normal, on ne peut pas tout savoir. Et je crois qu'il faut avoir la modestie de dire qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. Et là, effectivement, c'était un peu loin pour moi. Et justement, on a fait vraiment le tour de tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. J'aimerais, si on peut résumer
deux, trois conseils que tu donnerais à une personne qui se dit, voilà, c'est vrai que c'est un business model qui est intéressant, peut-être pas maintenant, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait à moyen terme. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, en fait, je pense qu'effectivement, c'est un modèle qu'il faut garder en tête, auquel il faut réfléchir, se dire en fonction de la typologie de marché sur laquelle on est, de la concurrence qu'il y a sur notre marché, de la distinction qu'on a par rapport à nos concurrents, etc. Est-ce que c'est un modèle qui paraît intéressant? Si oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait et nous, c'est ce qu'on a fait au tout début, en fait, il ne faut pas hésiter à prendre contact auprès de partenaires potentiels en fait, pour évaluer un petit peu le besoin du marché qu'il pourrait y avoir, même si en fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas construit, c'est une vision de long terme. C'est justement en fait comme ça qu'on construit la réflexion. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à laisser ce champ ouvert, ce champ des possibles ouvert, à se renseigner un petit peu sur comment dire, des partenaires dans notre marché qui pourraient devenir finalement des revendeurs pour nous. Donc, il y en a plein, hein, des modèles qui fonctionnent sur ce principe-là et qui fonctionnent bien. Donc, je pense qu'il faut simplement ouvrir en fait et laisser le champ des possibles ouvert sur ce point-là. Donc, ça, c'est le premier sujet. Je pense que c'est en fait toute réflexion vient de l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir sur ce principe-là. Et puis ensuite, à partir du moment où effectivement ça semble assez cohérent et on commence à avoir un peu un besoin à ce niveau-là, je pense qu'il faut réfléchir à automatiser le plus possible cette partie-là. Une fois qu'on a des certitudes, encore une fois, moi je suis pas un fan d'automatiser les choses pour automatiser les choses. En fait, je les automatise très souvent dans un second, voire un troisième temps, à partir du moment où je sais que j'ai des certitudes là-dessus et que du coup, le temps qu'on va octroyer à l'automatisation des choses va pouvoir vite être rentabilisé en fait derrière par les premiers contrats clients qu'on peut avoir typiquement. Donc je pense qu'il faut garder ça en tête. Mais après, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir ce modèle en tête dès le début quand on crée un business et de se dire, bah, effectivement, euh, je peux complètement aujourd'hui envisager d'avoir un business qui ne se vend que de façon indirecte. Et en fait, il y en a plein qui fonctionnent très bien. Et du coup, c'est vraiment derrière, tout va être la conséquence de cette réflexion-là. C'est-à-dire que les commerciaux qu'on va aller chercher, ce pas des commerciaux finaux, c'est plutôt des channel managers et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, on va bâtir cette stratégie autour de ça. Et en fait, moi, je trouve ça assez intéressant parce qu'encore une fois, ça permet d'avoir des relations qui sont assez pérennes, de travailler avec des gens en fait, avec qui on va avoir un accompagnement mutuel et de nouer des relations de travail en fait, qui sont très solides sur le long terme. Et ça, je trouve que, enfin, après, ça dépend de l'état d'esprit de chacun, mais moi, j'aime beaucoup cette approche-là parce que humainement, en fait, j'aime bien aller au bout des choses et avoir un interlocuteur que je connais bien, qui me connaît bien, sur lequel on va pouvoir partager pas mal de choses, des réflexions stratégiques, etc. Donc voilà, pour résumer, si je pouvais donner deux conseils, c'est déjà un, ouvrir son champ des possibles, regarder si c'est faisable sur notre marché. Si oui, en fait, ne pas hésiter à prendre contact auprès de personnes concrètement, même si pour le moment rien n'est bâti. Et dans un second temps, si effectivement on voit qu'on a un frétillement au niveau de cette demande-là, ne pas hésiter en fait à réfléchir à un modèle technologique qui permet de mettre ça en place assez vite et de ne pas se dire bah, effectivement la personne veut une marque blanche, j'en ai déjà pour un mois de travail parce qu'il va falloir que je crée l'environnement, le machin, etc. etc. Voilà. C'est vrai que moi, justement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est se dire que finalement, on va pouvoir avoir une diversité de clients possible qui est vraiment enrichissante parce qu'on a le client final et on a surtout des clients qui ont les mêmes problématiques que nous quasi. Et souvent, Exactement. ces partenaires vont même t'aider à améliorer ton produit parce qu'elles ont pensé à des approches auxquelles tu n'as pas pensé. Comme tu Exactement. as dit tout à l'heure, il faut avoir la modestie de savoir qu'on n'est pas omniscient, on ne sait pas tout. Et justement, je pense que c'est ce qui fait votre réussite. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le produit que vous, enfin, le service que vous offrez, l'approche marketing que vous avez. Et c'est pour ça que je t'ai invité et je ne regrette vraiment pas. Merci beaucoup pour toute la C'est valeur que gentil, vous nous Youssef, merci. apportez. Euh, Merci beaucoup, merci à toi. je sais que voilà, pour les personnes qui nous regardent, c'est vrai que c'est un tout petit peu complexe comme approche pour quelqu'un qui commence, mais c'est bien, comme a dit Nicolas, de le garder en tête, de le faire mûrir, de prendre le temps, de discuter, de regarder à droite à gauche, savoir que ça existe. Peut-être au début, l'adapter même à ses compétences, à ce qui est possible pour nous. Peut-être pas commencer directement comme Nicolas, enfin, ne pas viser directement le produit final de Nicolas, mais essayer justement de commencer petit à petit et par la suite espérer arriver au niveau de Magili, de voir, espérons même faire même plus. C'est tout le mal que je Ah souhaite. bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, complètement. Nicolas, merci beaucoup. J'aimerais juste Merci, Youssef. conclure en te demandant où est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent te contacter et te trouver. Alors, c'est assez simple. Soit, en fait, la meilleure manière, j'apparais sur LinkedIn, cofondateur Magis. Vous pouvez totalement m'envoyer un petit message, une petite invitation avec plaisir pour discuter, pour boire un café, pour parler business ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Moi, je suis toujours assez ouvert et c'est assez sympa. Voilà. Sinon, après,
sur l'environnement Magileads, mais là, c'est plus business qu'informel, quoi. Voilà. Donc, pour une petite discussion informelle, si besoin est, LinkedIn, ça très bien. Et donc, vous me trouverez, donc Nicolas Arnaud, cofondateur Magileads. Parfait. Et pour conclure, j'aimerais savoir si tu peux nous proposer 2 ou 3 personnes qui te semblent intéressantes à interviewer dans le cadre du Lead Talk. Alors, j'en ai deux en tête. J'en ai deux en tête qui ont des typologies et des profils complètement différents. Il y a d'abord Riyad. Riyad est un de nos partenaires qui est parti en fait sur ce modèle-là et qui a tout créé de zéro. Et je trouve que comment dire, sa détermination, sa détermination est un exemple en fait. Et je trouve que il est vraiment parti de zéro en construisant quelque chose depuis la base, en s'adossant en fait du coup à notre outil derrière, mais tout ça en fait en disant il a créé une vraie stratégie, il a créé un vrai environnement, il a créé une vraie identité, un vrai positionnement. En fait, il a tout créé. Ça aurait pu être lui qui a tout fait, en fait, ça aurait été pareil. Et je trouve qu'il est assez inspirant parce que justement, il a tout réfléchi avec nous sur cette partie-là et il est arrivé à quelque chose de vraiment pérenne en partant de zéro et tout ça en un an. C'est-à-dire qu'en un an, ça lui a pris un an pour arriver à là où il en est aujourd'hui. Donc, il a plusieurs dizaines de clients, il génère un chiffre d'affaires qui est non négligeable aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est génial. Donc, c'est assez inspirant. Voilà pour cette première personne-là. Et l'autre personne auquel je réfléchis, c'est une personne de mon équipe qui s'appelle Christian. Et en fait, pourquoi je réfléchis à Christian? Tout simplement parce que Christian a l'expérience d'avoir été channel manager pour des gros éditeurs de logiciels. Donc, c'est quelque chose qu'il connaît très bien. En fait, toutes ces mécaniques de marque blanche, ces mécaniques de revente indirecte, etc. En fait, ça a été une grosse partie de sa carrière professionnelle. Donc, je pense que c'est très important aussi d'avoir cette expérience-là, cette vision qui provient en fait de l'extérieur de nous, de notre modèle et de notre environnement. Et donc voilà, c'est les deux personnes auxquelles je réfléchis qui seraient intéressantes. Donc voilà, après, si effectivement, dans le cadre d'un autre podcast, n'hésite pas, Youssef, avec plaisir pour te recommander ces deux personnes. Parfait, merci beaucoup. J'irai les contacter. Je te remercie encore une fois pour toute la valeur que tu nous as apportée. C'était vraiment intéressant. On allait droit au but et on a eu toutes les infos que moi, en tout cas, je voulais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, à me les poser à moi ou à Nicolas directement sur son LinkedIn. Et Nicolas, je te dis merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi, Youssef. C'était un plaisir. Salut. Ciao.